Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision panafricaine pour votre habituel programme Appel sur le continent. En effet, tout au long de cette édition, nous allons traiter d'un sujet d'actualité avec nos experts venus de part et d'autre dans le monde. Nous allons analyser et même vous donner les dernières informations en ce qui concerne aujourd'hui la thématique centrale, celle qui est bien de savoir, est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, l'Occident est-il en train de faire la promotion des bons coup d'État et par ricochet, est-ce qu'il est en train de faire la main mise sur les mauvais coups d'État? C'est ce que nous allons essayer de savoir aujourd'hui avec nos invités de choix et surtout des activistes qui ont tout donné pour la question de la liberté panafricaine. Nous allons déjà mettre le contexte sur la table. Il s'agit bien évidemment de savoir si en Afrique de l'Ouest, l'Occident est-il en train de faire la promotion des bons coups d'État? Alors la majorité des analyses s'accordent à dire que les causes immédiates et profondes des coups d'État sont d'abord internes au pays et aux régions qui sont touchées. Voilà les raisons qui sont les plus citées sont la mauvaise gouvernance et la corruption, la gabegie financière, la corruption endémique et la gouvernance irresponsable sont voilà les motifs les plus souvent invoqués par les putschistes pour légitimer leur prise de pouvoir. C'était le cas en Guinée en 2021 et même au Gabon en 2023. Il dénonce aussi un échec de la démocratie importée. Cela se traduit par l'insatisfaction face à une démocratie électorale qui n'a pas apporté le développement ou encore amélioré les conditions des vies qui, selon eux, est un moteur puissant de bien-être pour les populations. Et il signale souvent que les élections sont perçues comme dévoyées ou truquées, conduisant voilà, à des modifications constitutionnelles et anti-démocratiques. Il scanne aussi beaucoup l'insécurité et la faiblesse de l'État dans certaines régions comme le Sahel. L'insécurité croissante due aux groupes armés et à l'incapacité du pouvoir civil à y faire face souvent ouvre la voie à l'intervention militaire. Mais en ce qui concerne l'Occident, l'influence occidentale, principalement les anciennes puissances coloniales et les États-Unis, se manifeste non pas toujours par l'organisation directe des coups, mais par dynamique plus subtile. Voilà le soutien sélectif au régime en place. Les puissances occidentales ont longtemps soutenu des régimes qui n'étaient pas véritablement des régimes démocratiquement choisis par le peuple, voilà, mais qui étaient choisis par les Occidentaux pour leur garantir des intérêts économiques, à savoir l'accès aux matières premières ou encore à des intérêts stratégiques. En d'autres termes, ce soutien a toujours et parfois été perçu par les populations comme une complicité avec des dirigeants corrompus et illégitimes, ce qui exacerbe le sentiment anticolonialiste et anti-français et créant ainsi un terrain fertile pour le rejet de l'ordre établi. Des allégations d'intervention, voilà, de nombreuses prises de pouvoir aujourd'hui ont déclaré que l'Occident a toujours entretenu un certain style de mauvaise sécurité en finançant des organisations pour assurer l'insécurité dans certaines zones. C'est le cas du Burkina Faso, du Niger, qui, on le rappelle encore, qui sont des puissances qui, après être passées au pouvoir des militaires, ont tenu déjà à faire une première action salutaire. C'était celle de débarrasser le pays des forces armées françaises qui étaient dès lors toujours en présence sur leur pays. Donc, dans une conclusion générale de ce contexte, il est plus précis de voir que l'Occident est une variable véritablement importante dans l'équation de l'instabilité africaine. Alors aujourd'hui, pour parler de cette thématique, nous allons recevoir, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, deux personnalités, deux analystes de choix. Il s'agit d'un côté de Jimmy Dalido, qui est notre correspondant et camarade depuis Paris, qui nous donnera son avis, et de l'autre côté, on a un avis plus africain et
précisément l'un des ressortissants des pays de l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit bien évidemment de Nyanyou Niblé Jonathan, qui est un activiste panafricaniste. Et avec ce cocktail de bonnes choses et de bonnes analyses, nous aspirons vous donner, vous, à la maison, la quintessence de cette thématique qui se veut encore d'envergure aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Bénin récemment, une tentative de coup d'État qui a lamentablement échoué et où le président Patrice Talon a tenu à rassurer la population que tout était encore sur les mains et le contrôle de l'État. Alors, on va commencer avec vous, monsieur Jimmy Dalido, depuis Paris. La thématique est de savoir, est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, l'Occident est-il en train de faire la promotion des bons coups d'État quand on sait que d'un côté, les pays de l'AES ont toujours été un peu le mauvais enfant de l'Occident, l'enfant qui ne veut pas se plier aux règles et l'enfant qui hausse le ton devant son ancien allié colonial. Et de notre côté, on a des pays comme le Gabon qui aujourd'hui postent fièrement à côté de la France et entament même une nouvelle ère stratégique de relations entre les deux pays. Alors, monsieur Jimmy Dalido, alors, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette thématique de prime abord avant de rentrer de plein pied dans le sujet? Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, c'est toujours un plaisir. Écoutez, le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, il y a un Occident qui est encore doté d'une certaine capacité de nuisance auprès de nos frères africains. Et on constate qu'il y a deux mondes. Il y a actuellement deux mondes qui sont en une contradiction, donc un conflit entre deux mondes. D'un côté, le monde du nouvel ordre mondial multipolaire, et de l'autre côté, l'ancien monde, un monde qui s'écroule, l'ancien monde néolibéral unipolaire. Et cet ancien monde néolibéral unipolaire, dans lequel nous retrouvons l'impérialisme français, évidemment, est un des... Et nous savons que l'impérialisme français était un très grand et très violent colonisateur en Afrique. Et il essaie de récupérer certaines de ses anciennes colonies et il essaie par tous les moyens d'y arriver. Donc nous savons que l'impérialisme français détient encore les capacités d'organiser des coups d'État. C'est pour ça qu'il y a toujours des bons et des mauvais coups d'État. Alors comprenons, un bon coup d'État, c'est lorsque les militaires au pouvoir, ayant pris le pouvoir, sont au service des intérêts stratégiques de l'impérialisme de l'Union européenne. Et à ce moment-là, le coup d'État est validé comme étant un bon coup d'État. Alors évidemment, les gouvernements d'Occident ne mettent pas en avant. Il y a une différence dans les termes. Ils ne parlent pas de bon coup d'État, mais ils diront, le peuple, ils s'appuieront sur le peuple, en disant que le peuple met en avant des velléités démocratiques, qu'ils sont sur le point de construire une nouvelle démocratie, qu'il y a un mécontentement, une opposition politique, qu'il y a une instabilité. Ils vont utiliser des mots savants, diplomatiques, et qui reflète effectivement une position qui est que ce coup d'État est validé par l'Occident. C'est ce qui s'est passé à l'époque d'Ali Bongo. C'était, vous voyez, c'était à l'époque, c'était aussi, on l'a constaté, et on l'avait constaté aussi en Côte d'Ivoire. Lorsqu'à l'époque, en France, c'était Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a envoyé son armée pour faire tomber Laurent Gbagbo, qui voulait, avec feu Moammar Kadhafi et d'autres, se débarrasser de cette monnaie cette monnaie qu'on appelle franc CFA, cette monnaie néo-nazie. Moi, je l'appelle la monnaie néo-nazie. C'est très clairement une monnaie de type néo-nazi. Et ils n'ont pas hésité à envoyer l'armée pour pilonner le bâtiment présidentiel dans lequel il y avait M. Gbagbo pour y installer ensuite M. Ouattara. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, il y a un autre élément qui démontre qu'en fait, je pense que malheureusement, certains pays du continent africain portent encore, malheureusement, je dis bien malheureusement, les stigmates du colonialisme. Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsqu'il y a un coup d'État, dans n'importe quel pays,
Alors, effectivement, il y a des pays dans lesquels il y a plus de coups d'État que d'autres. Mais lorsqu'il y a un coup d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une contradiction donc un conflit entre la machine d'État et l'État lui-même, et notamment le gouvernement. La machine d'État, lorsqu'on parle de la machine d'État, on parle de la machine bureaucratique et militaire. Et ça veut dire qu'il y a un conflit entre cette machine d'État et l'État. Et lorsque le coup d'État s'opère, lorsque le coup d'État est finalisé, lorsqu'il est réussi, et ben, ça démontre aussi que ce coup d'État, quel que soit le coup d'État, le coup d'État reflète un État qui était fragilisé, un État qui était incapable de diriger son pays et qui était incapable de se protéger lui-même. On prend l'exemple du Bénin, par exemple. Le cas du Bénin est très parlant. Ce coup d'État, entre guillemets, qui a été mis en avant par certains médias d'Occident comme la tourne un coup d'État, excusez-moi de le dire, mais je vais le dire, mais lorsqu'on observe les militaires qui ont mis en avant ce coup d'État au Bénin, moi j'avais l'impression de regarder un sketch, franchement, un sketch humoristique. Je pensais que c'était un gag, en fait. Ils étaient totalement confus. Alors déjà, il y avait les militaires en eux-mêmes. Alors vous aviez le dirigeant qui avait le casque à moitié de travers, qui tenait des propos totalement incohérents et confus. Ils étaient 5. Alors, vous direz, c'était drôle, et ça m'a fait marrer aussi, parce que je me suis dit, oui, effectivement, j'ai l'impression d'être regardé un bon film, vous savez, un bon sketch, le samedi soir, une fois que vous avez terminé votre semaine de travail. Mais malheureusement, lorsque vous analysez la situation d'une manière rationnelle, lorsque vous avez des individus qui arrivent à se mettre en avant et à se mettre en scène de cette manière-là, et au niveau international, ça démontre bien que le gouvernement du Bénin était particulièrement fragilisé. C'était un gouvernement très fragilisé. Et c'est un gouvernement fragilisé pour deux choses. Soit parce que le gouvernement du Bénin était trop proche d'un des deux mondes, ou alors c'était un gouvernement qui portait encore les stigmates de l'ancienne période coloniale et un gouvernement ultra fragilisé. Donc je pense que je finirai par là. Les coups d'État, vous savez, il y a depuis 1950, il y a eu à peu près un peu plus de 490 coups d'État. Sur les plus de 490 coups d'État qui se sont déroulés de 1950 jusqu'à nos jours, il y a eu plus de 100 coups d'État, tentatives de coups d'État, uniquement sur le continent africain. Et certains ont fonctionné. Et je finirai par là, évidemment, c'est cette succession de coups d'État qui s'opèrent actuellement sur le continent ne se mettent pas en place à n'importe quel moment. C'est parce qu'il y a une force motrice sur le continent africain qui s'appelle Alliance des États du Sahel, qui met en avant une idée qui avait déjà été mise en avant par Humaine Niobé, par M. Nkrumah, par Patrice Lumumba, par Thomas Sankara et par tous les grands panafricanistes révolutionnaires, qui est l'idée des États-Unis d'Afrique. Et cette idée n'est pas une idée utopique. C'est pas utopique comme idée, parce qu'elle peut s'appuyer sur un nouveau monde qui est le nouveau monde multipolaire à l'Est, et qui a besoin de développer ces différents pôles multipolaires dans le cadre du nouveau monde. Donc cette idée qui, à l'époque du Humaine Niobé, dans les années, on va dire, l'époque 1943, lorsque les premières cellules révolutionnaires communistes prennent forme, avant l'apparition de l'US2C, déjà à l'époque, l'idée des États-Unis d'Afrique était mise en avant dans les différents groupes de travail, sauf qu'à l'époque, le monde était différent, parce qu'en 1943, on était en plein où il y avait une guerre mondiale, mais bon, voilà, nous savions que le monde, de toute façon, aboutirait à un monde néolibéral, de toute façon, puisque c'est ce monde-là qui voulait installer bien avant le déclenchement de la guerre mondiale. Donc, mais le monde a changé. Le monde n'est plus le même. Et le monde néolibéral s'en est allé et on n'en veut plus.
Alors, on va se tourner cette fois-ci du côté de Monsieur Nyanyou Niblé Jonathan, du côté du Burkina Faso. Hein. Monsieur Nyanyou Niblé Jonathan, l'Afrique de l'Ouest encore cette semaine, la semaine écoulée, pardon, a été le spectacle d'une autre tentative de coup d'État qui a lamentablement échoué et dont le président a tenu à rassurer la population béninoise. Et aujourd'hui, on se rend compte que même pas 2 semaines après le coup d'État du côté de la Guinée-Bissau, pardon, on se retrouve avec un Bénin aussi fragilisé où des individus, voilà, on a vu des vidéos de certains de nos confrères du côté du Bénin et même de certaines autres chaînes d'actualité qui nous ont proposé des vidéos et des extraits qui étaient assez qui manquaient un peu, je dirais, comme certains articles l'ont qualifié de sérieux, mais ce qui démarque ou du moins démontre de la fragilité de certains États aujourd'hui. Est-ce que, monsieur, je suis avec vous, monsieur Yannick Nibé, Jonathan, votre question d'introduction, est-ce qu'aujourd'hui c'est la norme en Afrique de l'Ouest de passer le pouvoir de manière aussi brutale? Est-ce que en Afrique de l'Ouest il n'y a plus une élection qui voilà, donne le choix au peuple de véritablement choisir son dirigeant et est-ce qu'aujourd'hui la voie des armes et des coups d'État est devenue la norme du côté de l'Afrique de l'Ouest? Et merci à vous pour la parole donnée. Et mes salutations à l'endroit de toute l'équipe d'Africa Media ainsi qu'à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent d'ici et d'ailleurs et aussi à mon co-débatteur depuis la France. Et de prime abord, nous dirons que toutes les difficultés que nous sommes en train de voir, que nous sommes en train de constater sous nos yeux, ne sont rien d'autre qu'une réponse vis-à-vis du système politique néolibéral qui nous a été imposé depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Parce que jusque-là, il est très important de savoir que les peuples africains, que ce soit aux indépendances, que ce soit au système électoraliste et démocratique, aucun peuple africain n'a jamais décidé de qui doit être son candidat. Et pour comprendre cela, il suffit de descendre dans la conscience historique des faits. Voyez-vous, au soir des indépendances, il y a eu une tendance souverainiste qui a été mise en place pour permettre aux peuples africains de décider eux-mêmes de leur propre avenir. Malheureusement, le système néolibéral et occidental a persécuté tout cela, et qui a fait qu'à un certain moment, on s'est retrouvé avec des dirigeants lèche-bottes, des dirigeants qui étaient là pour satisfaire l'intérêt de la métropole. À titre de nous avons vu les fameux Kourouma qui ont été mis hors d'état de nuire, le Modibo Keïta au soir des indépendances, les Sylvanus Olympio qui ont été mis hors d'état de nuire. Les derniers dirigeants voulaient réellement, pour l'Afrique, des dirigeants qui décident eux-mêmes de l'avenir des peuples africains, mais cela a été précipité. Après cela, on a eu une baisse des tendances de dirigeants patriotes, de dirigeants convaincus pour l'idéal panafricain, pour l'idéal africain. Et on a eu à la tête de nos différents États des dirigeants qui étaient là notamment pour les intérêts de la France et de toute l'Europe. Et cette tendance a continué des années 80 jusqu'au niveau même des années 2010. Et en 2010, nous avons tous vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et après, on est tombé sans aucun souci dans l'assassinat de Mohamed Kadhafi. Et aujourd'hui, il y a eu la naissance d'un bras levier qui est venu réellement permettre aux peuples africains de prendre conscience que leur avenir se trouve entre leurs deux mains. Il s'agit du premier coup d'État souverainiste qui a été perpétré au Mali et après au Burkina Faso et enfin au Niger qui a suscité la naissance de la Confédération des États du Sahel. Et cette naissance de la Confédération des États du Sahel, aujourd'hui, conduit un certain nombre d'acteurs militaires en dissidence avec la politique occidentale à se réveiller
vis-à-vis de leurs différents dirigeants qui travaillent pour l'intérêt de la France et de ses petits servants locaux. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, l'Occident est dans une chute vertigineuse compte tenu de la nouvelle reconfiguration des systèmes politiques, géopolitiques de notre époque actuelle, avec en tête de peloton la Chine qui est en train d'imposer une nouvelle dynamique au monde et avec la naissance des pays des BRICS. Ce qui fait que on se retrouve avec un nouveau Occident qui n'arrive même plus à compétir dans ses anciennes colonies. Vous avez par exemple la Chine qui vient avec des nouvelles coopérations diplomatiques au plan des infrastructures. Quand vous partez au niveau de la politique agricole, vous avez un pays qui vient avec des nouvelles propositions telles que l'Inde. Vous partez au niveau sécuritaire, vous avez un nouveau pays qui vient avec des coopérations gagnant-gagnant au plan sécuritaire telles que la Russie. Donc, pour la France, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de maintenir un certain nombre de chefs d'État qui décideront pour l'avenir de tous les différents peuples. Or, aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui est passée de 100 millions d'habitants en 1900 à plus de 1 milliard 500 millions d'habitants en 2025 où nous vous parlons. Donc, du coup, cette exponentialité démographique fait qu'aujourd'hui, la même mise sur le contrôle des ressources géostratégiques des peuples africains pose problème. D'où la remise en cause du système politique occidental du passé que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc nous dirons que ce qui s'est passé au Bénin n'est rien d'autre que la remise en cause du système colonial occidental et notamment français. Et avec cela, ce qui est important à retenir est que dans le contenu de ce qui s'est produit, par exemple, au Bénin, en dehors de toutes ces remises en cause qui ont favorisé cette machination que nous avons un peu constatée au Bénin, est que les acteurs qui ont mis en place ce coup d'État n'ont pas pris en compte un certain nombre de paramètres. D'où le constat sur ce tohu-bohu généralisé que nous avons constaté qui a conduit à l'échec du coup d'État. Mais avant même l'échec du coup d'État et du tohu-bohu, rien que hier, nous avons tous constaté que l'armée française a été un acteur majeur dans la mise en œuvre de l'échec du coup d'État. Parce que c'est l'armée française qui a donné les informations à l'armée de l'air du Nigeria et que la nuit, l'armée de l'air du Nigeria est venue bombarder la position des mutins et afin de permettre à Patrice Talon d'être sauvé ainsi que par son pouvoir. Donc pour dire qu'aujourd'hui, que Patrice Talon n'est pas au pouvoir pour les intérêts géostratégiques du peuple béninois, mais plutôt pour satisfaire les intérêts de la métropole. C'est ce que nous sommes en train de constater vis-à-vis de cela. Donc pour dire quoi? La démocratie en elle-même, comme je le dis, est faite pour les ignorants du 21e siècle, pour les illettrés du 21e siècle. Parce que, je le dis toujours, Rousseau l'a toujours dit, dans son contrat social, livre 3 du chapitre 4, que la démocratie n'a jamais existé et ça n'existera jamais. La démocratie en Afrique, c'est la protection des intérêts géostratégiques de la France. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Comment pouvez-vous comprendre que, rien que la semaine passée, nous avons eu un coup d'État en Guinée-Bissau. Le président a été démis de ses fonctions et le président s'est réfugié dans certains pays néocoloniaux. Mais au même moment où il a été démis de ses fonctions, la Guinée-Bissau, qui fait partie de la CEDEAO, n'a pas eu l'intervention de la force en entente de la CEDEAO sur son territoire. Au contraire, lorsque il y a eu le coup d'État au Bénin, la tentative de coup d'État, au même moment, on a une journée après l'intervention
l'intervention de la force d'entente de la CEDEAO. Ce qui veut dire qu'il y a des intérêts qui étaient menacés au Bénin, contrairement à la Guinée-Bissau. Donc, pour nous aujourd'hui, le coup d'État aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une réponse à l'imposition d'un certain nombre de dirigeants aux pays africains. Et en dehors de tout cela, il y a aussi les enjeux géostratégiques qui se jouent notamment avec le pays de l'AES, notre confédération. Parce que il y a un projet d'encerclement des pays de l'AES. Quand vous prenez la plupart de tous les pays frontaliers avec le pays de l'AES, rares sont ceux-là même qui sont en parfaite collaboration avec le pays de l'AES. Et l'armée française qui a été chassée au Sahel s'est retrouvée dans certains pays côtiers, notamment au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc., etc. Donc aujourd'hui, pour nous, les pays de l'AES, l'avènement d'un coup d'État dans certains de ces pays qui sont hostiles à la politique de l'AES peut être une solution pour l'atténuement des crises politico-politiciennes manipulées par l'Occident et enfin de mettre en déroute la naissance de notre union qui viendra transformer l'histoire politique de l'Afrique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est plus de 400 ans après la chute de l'Empire du Mali, l'Afrique n'a plus jamais eu une union telle que la naissance de la Confédération des États du Sahel. Donc, ce qu'il faut savoir pour ce qui s'est déroulé au Bénin. Alors, sans doute un problème de réseau avec notre camarade Nyanyou Niblé Jonathan. On va se tourner vers vous, hein, Jimmy Dalido. Aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de coup d'État militaire, mais également de coup d'État constitutionnel. On va rappeler voilà, le cas de la Côte d'Ivoire qui, dans sa constitution, signifie et signale bien que le mandat présidentiel est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Aujourd'hui, on a le président Alassane Ouattara qui a entamé un quatrième mandat. On se tourne aussi du côté du Gabon où après le coup d'État voilà, de Oligui Nguema, on a eu une réaction de la France qui a été un peu surprenante. Voilà, elle n'a pas condamné, au contraire, elle a plutôt félicité à demi-mot en déclarant que voilà, le peuple était sans doute à bout, hein, mais d'un autre côté, quand on se tourne vers les pays de l'AES, on se rend compte qu'il y a véritablement deux poids, deux mesures avec la condamnation à outrance quand il s'agit du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et un silence, parfois même une félicitation en mondovision quand il s'agit des pays comme le Gabon et la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on peut comprendre véritablement cette ambiguïté, pourtant sur des situations plutôt similaires? Ah, c'est mieux avec le son. C'est une question importante et vous savez, il faut revenir sur le discours de Ruben Niobé du 17 avril 1955. Nous sommes en 1955, le 17 avril. Ruben Niobé est à la tête de la résistance anticolonialiste et anti-impérialiste. Il se dresse devant la masse du peuple, il dit ce que nous voulons, c'est ce que notre objectif, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, quelles que soient leurs différences de couleur. Et pourquoi il dit ça? C'est parce que il sait que l'UPC, qui a été créé dans la continuité de l'US2C et dans la continuité des premières cellules de résistance en 1943, s'oriente vers une unité de la masse du peuple camerounaise, mais aussi que son rôle, c'est de devenir un noyau dur autour duquel va se construire la lutte anticolonialiste, anti-impérialiste, pour créer pour devenir une force motrice et pouvant, alors non pas mettre en avant une ingérence dans les affaires d'autrui, dans les affaires d'autres pays, mais en tout cas de montrer l'exemple, de devenir une légitimité morale.
de montrer l'exemple, et en montrant l'exemple, eh bien, on devient force motrice. C'est un petit peu ce qu'a fait les guerrieros cubains avec la révolution cubaine en 1959. Le Parti communiste cubain, Ernesto Che Guevara et M. Fidel Castro n'ont pas mis en avant une ingérence, sous quelque forme qu'elle soit, dans les affaires des autres pays. Mais par contre, ils ont donné l'exemple pour tous les pays d'Amérique latine. C'est ce qu'a fait Medniové à l'époque. Alors pourquoi je parle de ça? Tout à l'heure, Jonathan mettait en avant un élément très important. Il parlait de démographie. Et je pense qu'effectivement, c'est un élément clé de compréhension. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un essor démographique sur le continent africain. Alors ça, c'est le terme validé, internationalement validé. Mais les révolutionnaires, nous utiliserons le terme de force vive de la nation. Et en fait, qui dit essor démographique dit donc plus de gens, tout simplement. Il y a plus de gens. Il y a plus de gens. Et ça veut dire aussi qu'il y a une force de travail en devenir. Ça veut donc dire qu'il y a une intelligence, une intelligentsia qui est opérante, qui est là, qui est active. Essor démographique est égal essor de l'intelligentsia. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez une intelligence qui existe, qui est là, il lui faut des moyens de production. Lorsque vous avez des moyens de production et une force de travail, des moyens de production et une intelligence, alors vous pouvez développer votre pays. C'est tout ce que veulent éviter les différents pays impérialistes organisés à l'Ouest. C'est pour ça qu'ils organisent des coups d'État. Ils savent très bien, ils ont des experts, et leurs experts ont très bien compris que l'essor démographique un peu partout en Afrique n'est pas le même qu'en Europe. Et que ils ont très bien compris que si les peuples d'Afrique se libèrent des chaînes impérialistes et que s'ils prenaient le contrôle de leurs propres matières premières, de leurs propres moyens de production, eh bien, ces moyens de production combinés à ce boom démographique aboutiraient à un développement fulgurant au niveau économique et donc au niveau social et politique. C'est tout ce que veut éviter l'ancien monde néolibéral à l'Ouest. Et surtout maintenant, cette réalité est appuyée de l'extérieur par le monde multipolaire, qui lui est prêt à financer en fait. Il est prêt à devenir, à non pas traiter de dominant à dominer, mais de donnant à donnant et devenir des nouveaux partenaires. On l'a vu avec l'AES. Pourquoi l'AES Vous savez, en Occident, ils ont un gros problème en Occident. Ici, en Occident, on a un gros problème. C'est que, vous savez, c'est la vision de l'homme noir. L'homme noir qui est naïf, idiot, vous savez, à qui on peut dire n'importe quoi et n'importe quand. Ça, cette vision qui est une vision fausse, totalement erronée, une vision... il n'y a que les gens stupides qui pourraient croire à cette vision-là. Et en fait, pourquoi je parle de ça? C'est parce que l'AES, la confédération de l'AES, le fédéralisme de l'AES, sait très bien qu'elle connaît son objectif. Il sait très bien. Il sait qu'il donne qu'il donne l'exemple, qu'il devient une légitimité morale. Il sait qu'il est appuyé de l'extérieur par des partenaires, non pas par des nouveaux dominateurs, mais par des nouveaux partenaires qui, eux, ont compris que l'AES devait devenir un pôle multipolaire. C'est pour ça qu'il y a deux visions du monde. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que l'impérialisme d'Occident va utiliser toutes les formes de violence. Toutes les formes de violence. Ils vont tout faire pour empêcher l'essor de l'AES. Et je terminerai par là. Effectivement, je pense qu'effectivement, à un moment, il faut que tous les peuples se réveillent, mais nous aussi, peuples d'Europe inclus, hein, parce que finalement, évidemment, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Moi, je suis français, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Mais finalement, on est aussi victime de ce néolibéralisme putride à d'autres niveaux. Et je crois qu'effectivement, la solidarité internationale des peuples est fondamentale. Alors, on se tourne maintenant du côté de Monsieur Nianiou Niblé, Jonathan, voilà, pour ce point de vue. Monsieur Nianiou Niblé, Jonathan, on a aujourd'hui une Guinée-Bissau qui, après la destitution par les armes, voilà, je dirais, de l'ancien président Umaro Sissoko Embalo, il s'est directement dirigé vers un autre pays à l'espace de quelques temps, ce qui est la plupart du temps
inexplicable ou peut-être même impossible, on va le dire ainsi, quand on voit voilà, les différents schémas des coups d'État qui ont pris place du côté de l'Afrique. En quelques jours seulement, en quelques heures, je dirais même seulement, il a pu trouver refuge voilà, du côté du Congo Brazzaville et son opposant du côté du Nigeria. On a vu qu'ils se sont déplacés voilà, de manière assez rapide hein, et même furtive même du côté de ces pays-là. Mais quand on regarde un peu, quand on fait une petite introspective et une analyse comparative des différentes coups d'État pardon, qui ont eu lieu dans la zone depuis 2020, on se rend compte que la plupart du temps, les leaders voilà, sont déjà d'abord retenus hein, par les militaires qui ont pris le pouvoir pour déjà avoir un certain nombre d'informations assez sensibles. Mais on voit, on constate que pour le cas de la Guinée-Bissau, ça n'avait pas été le cas. On se demande même si ce coup d'État était véritablement un coup d'État véritable ou alors c'était une manière de passer la main déguisée. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Quelle est votre analyse sur la situation précise de la Guinée-Bissau, Niblé? D'abord, pour moi, ce qui est arrivé en Guinée-Bissau n'est rien d'autre qu'une machination politico-politicienne. Parce que tous les faits aujourd'hui démontrent une fois de plus que le coup d'État qui s'est tenu en Guinée-Bissau n'est rien d'autre qu'une protection des intérêts géostratégiques des petits servants locaux et de la métropole. Pourquoi nous le disons? Nous sommes tous conscients et unanimes que lorsqu'un coup d'État est mis en œuvre dans nos différentes nations, il y a une condescendance comportementale des dirigeants occidentaux et des médias occidentaux vis-à-vis de nos différents dirigeants qui viendraient à faire le coup d'État. Le cas du Mali est un exemple concret, le cas du Niger est un exemple concret, le cas du Burkina Faso est un exemple concret. Lorsque nos dirigeants ont fait le coup d'État, nous avons vu quel a été le comportement condescendant des Occidentaux vis-à-vis de notre pays. Les médias du Quai d'Orsay, c'est-à-dire RFI, France 24, TV5 Monde, nous avons vu comment tous ces médias ont communiqué contre l'arrivée de nos différents dirigeants. En dehors de cela, le complot politico-politicien à travers la babouzerie occidentale et française, nous avons vu combien de fois des espions ont été arrêtés au Burkina Faso, au Mali et au Niger. En dehors de tout cela, l'organisation sous-régionale, je parle entre autres de la CEDEAO, nous avons vu comment a été le comportement de la CEDEAO vis-à-vis du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ils sont allés même à poser des embargos sur le système financier de nos différents pays, sur le système économique de nos différents pays. Ils sont allés même à imposer des embargos sur le système pharmaceutique de nos différents pays. Or, si la CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale, est dans une logique rationnelle, cela voudrait que si il y a un autre coup d'État dans un autre pays, ces mêmes mesures qui ont été prises contre les pays de l'AES, ces mesures devraient être aussi prises vis-à-vis du coup d'État qui s'est opéré en Guinée-Bissau. Mais à notre grande surprise, cela n'a pas été le cas. Raison pourquoi nous estimons que sur cette base-là, le coup d'État en Guinée-Bissau est un coup d'État qui a été monté de toutes pièces pour réellement dérouter un système politique qui viendrait contre les intérêts géostratégiques de l'Occident et de ses petits servants locaux. Essayez encore de porter une analyse sur ce qui s'est déroulé en Guinée-Bissau et au Bénin. Essayez de faire une étude comparée du feuilleton
qui s'est déroulé au Bénin contre le feuilleton qui s'est déroulé en Guinée-Bissau. Vous comprendrez réellement que le coup d'État en Guinée-Bissau a été monté par toutes pièces parce que ce coup d'État est un coup d'État qui ne menaçait pas les intérêts géostratégiques de l'Occident. C'est tout. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, si l'Afrique continue à souffrir et souffre, cela est dû en grande partie à la prise de conscience socio-historique des peuples africains, mais aussi du fait que l'Occident se construit sous la miséricorde du pillage des peuples africains. Car s'il arrive que les peuples africains prennent leur indépendance financière et économique, arrivent à contrôler toutes les ressources géostratégiques, je parle des minéraux énergétiques, je parle des ressources et minérales, etc., etc., mais ça sera le déclin de l'Occident. Parce que le système économique de tout l'Occident, l'industrialisation de tout l'Occident, c'est construit avec le pillage des peuples africains. Quand vous prenez, à titre d'exemple, avant l'esclavage, l'Europe se trouvait dans un état de pauvreté extrême qui ne disait pas son nom. L'Europe a commencé à mettre en œuvre ses premiers milliardaires, ses premiers hommes riches, ses premières industrialisations avec le système de l'esclavage. Quand vous prenez des ports tels que le port de Marseille, quand vous prenez des ports tels que le port d'Amsterdam, la plupart des grands ports en Europe ont eu leur naissance à partir de la période esclavagiste. Et lorsqu'on partait vers la fin de l'esclavage et qu'il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis, l'Europe dépendait majoritairement des produits agricoles venant des États-Unis pour alimenter les industries en Europe. Mais lorsqu'il y a eu la guerre de sécession, cela a court-circuité le système industriel européen parce que l'Europe n'arrivait plus à s'approvisionner de produits venant des États-Unis et qu'il fallait prendre position pour les confédérés ou pour les nationalistes. Et lorsque cela a court-circuité le système de fonctionnement des industries en Europe parce que les produits ne pouvaient plus venir, mais qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Je parle de l'Europe. L'Europe était obligée d'aller chercher d'autres alternatives. Et c'est la mise en place de ces alternatives qui vont faire naître la colonisation. Il faut que les Africains comprennent cela. D'où l'arrivée des nouvelles spéculations agricoles telles que le cacao, le café, etc., etc. Et la naissance des lignes de fer pour permettre le transport des matières premières vers l'Europe. Donc, à tout moment, lorsque l'Europe se retrouvait dans des difficultés économiques, l'Afrique était devenue l'alternative de pillage pour se maintenir dans le chiquet des grandes nations. Et aujourd'hui, cette même Occident se retrouve dans des situations pénibles. Quand vous prenez aujourd'hui la France avec sa situation économique que nous sommes en train de vivre, c'est un fait. Donc, ouais, c'est un retour dans ses anciennes colonies pour venir mieux. Elle arrive dans ses anciennes colonies, elle se rend compte que il y a des Yann Niblé, Jonathan a sans doute un problème avec sa connexion à Internet. Alors on va se tourner encore vers vous, hein, Jimmy. puissances émergentes qui arrivent avec Allez-y, aujourd'hui, allez-y, Jimmy. Allez-y, n'arrivent plus allez-y, à Jonathan. compétir. Allez-y, Jonathan. Elle n'arrive plus à compétir dans nos différentes nations. Nous vous écoutons, Jonathan. Allez-y.
sans doute encore une panne de réseau. Alors, Jimmy, on va se tourner vers vous, hein. Aujourd'hui, on parle d'une thématique assez sensible. Nous l'avons déjà mentionné ici. L'Afrique de l'Ouest qui est encore le véritable théâtre d'un coup d'État. Encore en cette fin de semaine dernière et début de semaine, on a eu un coup d'État. Mais on voudrait faire un parallèle, une étude comparative entre le coup d'État du côté de la Guinée-Bissau et le coup d'État du côté du Bénin. On a vu en Guinée-Bissau, la CEDEAO n'a pas dépêché une équipe véritablement militaire et le Nigeria non plus, mais d'un autre côté au Bénin, ils ne se sont pas empêchés d'envoyer rapidement une équipe militaire pour réagir de manière forte et même de rétablir l'ordre constitutionnel. Alors quand on fait une analyse véritablement un peu poussée, on pourrait se rendre compte, ou alors on pourrait se dire que les deux coups d'État n'avaient peut-être pas la même visée. Parce que d'une part, d'un autre côté, on a la Guinée-Bissau qui n'a pas eu l'intervention militaire de la CEDEAO. Pourtant, c'est un pays de la CEDEAO. Le Nigeria non plus n'a pas foncièrement dépêché des équipes militaires de ce côté-là. Mais à contrario, on a l'ancien président qui s'est réfugié dans un autre pays de manière assez rapide et de manière même inexplicable quand on sait qu'en situation de coup d'État, les frontières sont fermées. Mais d'un autre côté, on a le Bénin qui, après cette tentative des coups d'État, a eu droit à la visite, à la descente des forces armées de la CEDEAO et même des militaires du Nigeria. On se rend compte que sur le papier, c'est deux poids, deux mesures. Alors, est-ce qu'on peut dire, ou alors on ne peut pas dire que ce coup d'État, ces deux coups d'État peuvent véritablement viser deux objectifs bien différents, Jimmy Dalido? Il y a deux choses. D'abord, sur les origines du coup d'État, au niveau de l'instabilité sociale et politique, nous sommes d'accord. Dans tous les cas, un coup d'État, voilà, je pense qu'il faut être rationnel, il faut rester rationnel. Et lorsqu'il y a un coup d'État, c'est qu'il y a une instabilité dans le pays. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit évacuer la question de savoir quelles sont les causes de cette instabilité politique. Et nous connaissons les causes de l'instabilité politique. C'est l'impérialisme tous azimuts qui a colonisé, qui a empêché l'essor de la plupart des pays sur le continent africain pendant des décennies. Mais une fois qu'on a dit ça, et deuxième chose, il faut se pencher sur ce qu'est la CEDEAO. La CEDEAO a démontré qu'elle n'était pas une instance au service des différents peuples d'Afrique et encore moins au service de cette idée fondamentale qui est les États-Unis d'Afrique et au service du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La CEDEAO intervient là où l'impérialisme d'Occident lui dit d'intervenir. C'est tout simplement ça, c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Lorsque l'Occident lui dit qu'il faut intervenir, elle intervient, et lorsqu'il ne faut pas intervenir, elle n'intervient pas. D'ailleurs, vous remarquerez que la CEDEAO n'est pas forcément intervenue lorsque ce young leader qui était Nicolas Sarkozy a fait déchoir Laurent Gbagbo pour y installer le numéro 2 du FMI, c'est-à-dire Alassane Ouattara. Vous voyez ? Donc, je pense qu'à un moment, effectivement, je pense qu'il y a des instances internationales comme la CEDEAO qui jouent double jeu. En fait, vous savez, beaucoup sont malheureusement, ça fait partie de. Alors ça, c'est pas uniquement lié au continent africain, ça fait partie tout simplement de la nature humaine. Vous avez des personnes qui se fichent totalement de leur pays. Vous avez des personnes, qu'elles soient en Occident, même à l'Est en fait. Ça existe aussi partout dans le monde. Il y a aucune, ça fait partie de l'être humain tout simplement. Vous avez des personnes qui sont vendues, qui se vendent facilement. Elles s'en foutent de leur pays, elles s'en foutent de leurs frères, elles s'en foutent de leurs voisins, elles s'en foutent totalement. À partir du moment où leur portefeuille, leur porte-monnaie grossit toujours plus, c'est tout ce qu'elles veulent en fait. Alors évidemment, c'est peut-être, c'est un petit peu, c'est pour ça que certains, vous savez, il y a eu dans la période colonialiste s'étend sur trois périodes. La première période, elle s'étend de 1945 à 1954. La deuxième période coloniale s'étend
de 1955 à 1962, et la troisième période s'étend après 1962. C'est quoi la différence? C'est qu'entre 45 et 54, les luttes anticolonialistes et anti-impérialistes s'appuyaient sur le droit international. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous étions en sortie de guerre, et en sortie de guerre, il y avait des instances internationales comme l'ONU qui avaient remplacé la SDN et qui étaient encore à l'époque dotées d'une certaine légitimité morale. Et donc, les luttes anticolonialistes et anti-impérialistes ont pris un aspect pacifiste, non violent. Ensuite, la deuxième période de 55 à 62, les luttes anticolonialistes, anti-impérialistes ont pris une autre tournure. Pourquoi? Parce qu'en fait, les peuples d'Afrique ont pris conscience qu'ils ne pouvaient pas s'appuyer sur le droit international et qu'à un moment, il fallait aller plus loin. Et surtout que le continent africain subissait une véritable balkanisation du continent africain. Et après 62, c'est l'époque, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'après 62, c'était l'époque où la plupart des pays africains avaient déclaré leur indépendance. Mais officieusement, nous savons qu'en fait, on avait basculé du colonialisme au néocolonialisme. Et en fait, après 62, il a fallu combiner deux choses. Il a fallu combiner la prise du pouvoir politique, il a fallu gérer la prise de pouvoir politique et le développement des différentes résistances anticolonialistes et anti-impérialistes. Et c'était pas facile de conjuguer les deux. Et lorsque vous tentiez de conjuguer les deux, vous vous retrouviez face à plusieurs problèmes. D'abord, une opposition politique qui n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, et qui de plus était financée par les ennemis politiques, et qui aboutissait souvent, et qui aboutit toujours à des coups d'État justement. Et deuxième élément, c'est que cette difficile harmonie entre le pouvoir politique et le développement des résistances anticolonialistes et anti-impérialistes ont démontré qu'en fait, certaines personnes issues du peuple africain se sont carrément vendues et se sont installées au pouvoir pour être au service de leurs alliés d'Occident. Vous savez, c'est pas. Regardez, je prends un autre exemple. Et malheureusement, des fois, ça fait mal au cœur, c'est vrai. Parce que vous avez des personnages qui portaient beaucoup d'espoir. Au début, je prends l'exemple du Kenya et Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta, le Kenyan, au début, il y avait beaucoup d'espoir. Et Jomo Kenyatta, c'était important. Il était véritablement un exemple de la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste. Et vous savez, c'est à l'époque, il y avait encore le Kipende. Le Kipende, c'est-à-dire une espèce de boîte métallique qui était portée autour du cou des frères kenyans. Et dans la boîte métallique, il y avait un papier que le colon, qui était signé par le colon. Et sur ce papier, il y avait l'identité de la personne. Et si notre frère africain kenyan ne portait pas son kipende, il était frappé, massacré, voire tué. Et Jomo Kenyatta a été en prison dans les années 61, ce me semble, il sort de la prison et comme par hasard, en 1963, il devient Premier ministre. Et en 1964-65, il devient président. Et à ce moment-là, il prône la paix avec les colonisateurs. Il prenait la paix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on avait appelé la politique du pardon. La politique du pardon. Il fallait pardonner ces colonisateurs. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que la bourgeoisie comprador s'est étendue un petit peu partout au Kenya. Donc malheureusement, il y a des histoires comme ça qui font mal au cœur. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Et je crois que la CEDEAO est un bel exemple. De cette force néocoloniale, hein, selon voilà les propos que vous venez, surtout aussi de la petite analyse que vous venez de faire. Je veux me tourner vers la régie pour savoir si Jonathan est déjà de retour sur le plateau. Jonathan, est-ce que vous êtes de retour sur le plateau? Jonathan, est-ce que vous êtes de retour sur le plateau? Je pense que sa connexion est toujours en train de bugger. On va rester donc avec vous, hein, Jimmy, pour faire encore cette analyse toujours poussée de cette thématique. Voilà, vous l'avez si bien dit. Aujourd'hui, la CEDEAO est une organisation qui joue bien le rôle, ou du moins joue bien le rôle de garder les intérêts de l'Afrique de l'Ouest pour les Occidentaux, notamment la France, et qui a véritablement tout à gagner, hein, si l'Afrique de l'Ouest reste, voilà,
une zone où elle peut toujours contrôler. Elle a tout à perdre si aujourd'hui, à contrario, si aujourd'hui elle décide de s'affranchir des anciennes méthodes coloniales et si elle décide de voler de ses propres ailes. On se rappelle encore des différentes sanctions que la France et même l'Union européenne en général ont eu à cribler les pays de l'AES. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali et du Niger, tandis que les mêmes sanctions n'ont pas été données dans des pays comme le Gabon ou encore même la Guinée qui était, on le rappelle ici, le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir un coup d'État. La Guinée-Conakry, on a précisé, la Guinée-Conakry avec Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette première révolution, ce coup d'État que l'Afrique avait calmé comme une révolution est aujourd'hui remise en cause et cela porte véritablement à la question de savoir quel est vraiment aujourd'hui le but d'un coup d'État. Est-ce que c'est véritablement un mécanisme ou alors un phénomène de mode pour les pays sans véritable vision pour le long terme ou alors c'est véritablement une sorte de révolution pour donner véritablement au peuple du pays ce qui lui revient de droit à Jimmy Dalido? Ouais, c'est une très bonne question. Et en fait, il y a deux choses. D'abord, un coup d'État. Encore une fois, pour comprendre le coup d'État, il faut comprendre ce qu'est une machine d'État. La machine d'État, c'est une machine qui est, on pourrait dire, la colonne vertébrale de la nation, quelle que soit la nation d'ailleurs. Et c'est une machine bureaucratique militaire. Tout ce qui est bureaucratie militaire. Et c'est fondamental pour le fonctionnement d'une nation, quelle que soit la nation, hein, et qu'elle soit capitaliste, socialiste, à l'est, à l'ouest, il faut une machine d'État. Et la machine d'État, lorsqu'un parti politique prend les rênes d'un gouvernement, il prend les rênes, il ne prend pas les rênes de la masse du peuple. Il prend d'abord les rênes d'une machine d'État. Et il prend les rênes d'une machine d'État qui est dotée d'une certaine expérience. La machine d'État française, par exemple, elle est dotée d'une certaine expérience dans la violence coloniale, elle est dotée d'une certaine violence dans la gestion des capitaux exportés, etc., etc. Et lorsqu'il y a un coup d'État, c'est parce que la machine d'État a compris qu'en fait, la nation est en danger. Et donc, les militaires décident de reprendre le pouvoir d'une manière, normalement, d'une manière temporaire. C'est pour ça que la période post-coup d'État s'appelle la transition en général, parce que l'objectif du coup d'État, c'est de stabiliser le pays pour ensuite redonner le pays dans les mains d'un parti politique. C'est un petit peu ce qui s'est passé en France, si vous voulez, c'est un petit peu la même essence lorsqu'il y a en 1804 la prise du pouvoir par Napoléon Bonaparte. En mai 1804, lorsque il devient empereur, il sait pourquoi Napoléon Bonaparte installe le premier empire napoléonien en 1804. C'est parce qu'il sait très bien, enfin le pays, la France, la machine d'État française, c'est qu'à ce moment-là, la bourgeoisie française, qui existe déjà, hein, on est en 1804, elle existe, la bourgeoisie française, puisque la bourgeoisie française avait fait sa révolution en 1889. Et elle avait commencé bien avant, d'ailleurs, avec la philosophie des Lumières. Mais la bourgeoisie française n'était pas en capacité de diriger politiquement le pays. Donc, elle a confié les clés de la maison, entre guillemets, à Napoléon Bonaparte. Et qui, lui, via les guerres, via un essor militaire, a permis d'apporter à la bourgeoisie un afflux de capital. C'est pour ça qu'il y a eu extension, domination des autres peuples. Napoléon Bonaparte n'est rien de plus qu'un colonisateur. Et qui a permis d'apporter des capitaux, de l'argent à la bourgeoisie pour la préparer à prendre le pouvoir politique. Bien, un coup d'État, actuellement, c'est exactement le même principe. La logique de base, c'est la même. Et je pense qu'à un moment, oui, effectivement, il faut se pencher. Et deuxième chose, par rapport le deuxième point que vous souleviez, la révolution n'est jamais faite par l'armée. Un véritable processus insurrectionnel passe toujours par la masse du peuple. C'est comme, je prends un exemple avec la révolution sankariste.
au Burkina Faso. À l'époque, c'était la Haute-Volta. Lorsque Thomas Sankara bascule le pays, le fait basculer de la Haute-Volta et le renomme Burkina Faso, il ne fait pas ça, il fait pas comme ça. Il n'a pas donné un nouveau nom comme ça au hasard. Il sait très bien que dans les esprits, il y a eu un cheminement politique. Il sait que la révolution burkinabé, la révolution voltaïque, est passée, le niveau de conscience a atteint un certain niveau, et il sait que c'est pas l'armée qui a fait la révolution, c'est la masse du peuple voltaïque qui a fait la révolution et qui a été appuyée par l'armée, notamment Thomas Sankara, puisque Thomas Sankara était d'abord un dirigeant militaire. Et je pense que c'est là toute la différence. L'exemple du Bénin, par exemple, c'est un exemple de... je ne sais même pas si on peut appeler ça un coup d'État, en fait. Je rappellerais plutôt ça un coup de pub. Un coup de pub, c'est une publicité pour une poignée d'individus qui étaient politiquement confus et surtout un coup de pub très médiatisé. Ils avaient très bien compris qu'ils allaient être médiatisés et que finalement, enfin voilà quoi. Un coup d'État, on se rend compte que du côté de l'Afrique de l'Ouest en général, et même aussi dans quelques pays de l'Afrique centrale, le cas du Tchad n'est pas à exclure ici. Hein, le cas du Tchad, le cas du Gabon, voilà, c'est une thématique qui ne touche pas que l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Afrique en général, notamment l'Afrique francophone, elle a pu toucher. Pourquoi est-ce que majoritairement aujourd'hui ce n'est que les pays d'Afrique francophone majoritairement qui sont mis sur le banc des accusés en ce qui concerne les coups d'État? Parce que quand on voit sur la carte des coups d'État ces 5 dernières années, ces 6 à 5 dernières années, on le rappelle encore, la machine des coups d'État a commencé véritablement en 2020. Aujourd'hui, en 2025, on se rend compte que la majorité des pays qui sont touchés par cette révolution, entre guillemets, sont véritablement des pays de l'Afrique francophone. Donc voilà, le Mali, le Burkina Faso, le Niger d'une part, la Guinée-Conakry de l'autre, le Gabon, le Tchad. Voilà pourquoi est-ce que véritablement, selon vous, les pays les plus touchés sont les pays d'Afrique francophone? Ben écoutez, c'est parce que tout simplement, depuis 2020, il y a eu d'abord, il s'est passé il y a eu un événement qui s'est produit et qui passe quasiment inaperçu et qui est pourtant fondamental. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis 2020, c'est un petit peu ce qu'il s'est passé dans la deuxième période de colonisation impérialiste entre 1955 et 62. C'est qu'il y a eu des instances internationales qui se disaient au-dessus des différentes nations, qui étaient là pour réguler l'ordre mondial, qui étaient des instances internationales comme l'ONU, qui étaient là qui se présentaient comme les garants de l'ordre mondial et dans une mondialisation tous azimuts. Et en fait, il y a eu une fracture, une dissolution de leur légitimité morale. Les instances internationales n'ont aucune légitimité morale. Très clairement, certaines institutions internationales, comme l'ONU, se sont très clairement positionnées du côté de l'ancien monde néolibéral unipolaire, notamment l'Union européenne et les États-Unis. Et lorsqu'il s'agissait d'agir, non pas de se positionner politiquement, non pas de parler toujours plus, d'agir devant des massacres, comme au Soudan, comme aux Républiques démocratiques du Congo, comme en Palestine, ils n'ont jamais rien fait en fait. Et donc, face à cette légitimité morale qui a été dissoute, il faut à un moment il faut faire des choix. Et en fait, certains peuples, je pense notamment aux pays de l'Est, ont fait le choix de reprendre en main leur avenir politique, et d'autres pays ont encore du mal. Pourquoi? Et les pays francophones si on les appelle pays francophones, c'est pas pour rien, c'est qu'ils portent encore les stigmates de l'impérialisme français. Et je pense que dans ces pays-là, vous savez, comme disait, si on revient sur le schéma de Ruben Niobé, comment ils ont fait avant qu'il y ait l'UPC, il y a eu l'US2C, et en fait, Ruben Niobé était d'abord un syndicaliste. Il était syndicaliste, et en tant que syndicaliste, il avait réussi à organiser tous les travailleurs dans le cadre de la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste.
Et je pense qu'effectivement, la lutte passe par là. Et les pays francophones portent, pour beaucoup, le Tchad par exemple, la Côte d'Ivoire, portent les stigmates de leurs colons. Et vraiment, il va falloir que certains les peuples prennent, enfin, les peuples qui veulent véritablement, qui ne sont pas d'accord avec cette position politique, s'organisent et avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Parce qu'une fois que le nouvel ordre mondial multipolaire va se renforcer, lui, il va fermer certains verrous. Vous savez, c'est quand il est trop tard, il est trop tard. Alors, on va se tourner encore vers la régie. J'aimerais savoir si Jonathan est déjà de retour. Jonathan, est-ce que vous êtes là? Jonathan, on se rend compte que Jonathan n'est toujours pas là. On va rester avec vous, hein. On va rester avec vous. Jimmy, Jonathan, est-ce que vous Oui, êtes là? je La suis régie là. me fait savoir que vous êtes là. Je suis là. Oui, parce qu'on vous a perdu à un moment. Oui, je suis là, Alors, je suis là. bienvenue encore sur ce plateau, hein, après une courte interruption suite au réseau Internet. Alors, je vais vous reposer la même question que j'ai posée à Jimmy tout à l'heure, celui de savoir pourquoi, après véritablement toutes les manifestations politiques, je le dis comme ça, pour parler des coups d'État, depuis 2020, on se rend véritablement compte que du côté, quand on regarde la carte des coups d'État africains, on se rend compte que véritablement, la plupart des pays, pour ne pas parler de la quasi-totalité des pays qui sont véritablement touchés par les coups d'État, on se rend compte que la majorité des pays, à l'exception de la Guinée-Bissau qui parle portugais, mais en dehors de ça, on se rend compte que tous les pays, voilà, sont véritablement des pays francophones, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou encore en Afrique centrale. On se rend compte que voilà, les pays qui sont mis en cause ici sont des pays francophones. Qu'est-ce qu'on peut dire véritablement suite à cette observation? Est-ce que la France a un rôle trouble à jouer derrière cette multitude de coups d'État en Afrique francophone, ou bien c'est le pur hasard et la coïncidence? Et merci pour cette très belle question. Et pour nous, ce n'est rien d'autre que nous avons une France qui cherche absolument à maintenir les vestiges de la colonisation économique, politique et militaire. Parce que, comme le disait mon co-débatteur, dans la conscience politique des autorités françaises, tout ce qu'il y a à faire, c'est comment maintenir les peuples africains dans l'optique de vivre sous la miséricorde du pillage des ressources stratégiques et enfin de permettre à la France de se maintenir dans le chéquier des grandes nations. À titre d'exemple, lorsque vous prenez l'uranium du Niger, c'est un exemple concret. Parce que 3 ampoules sur 4 est alimenté par l'uranium du Niger en France. Or, nous sommes tous conscients et unanimes au prix auquel la France achète l'uranium. Donc, 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 sur cette base, ce que nous devons comprendre, est qu'aujourd'hui la France est en train de jouer cette dernière carte dans les pays colonisés. Parce que ces pays colonisés constituent une manne financière énorme pour le fonctionnement du système financier français. À titre d'exemple, quand vous prenez par exemple presque tous les pays qui ont été colonisés par la France, il y a par exemple l'accord de non-double taxation. Le Burkina Faso a abrogé cet accord, le Niger a abrogé cet accord, le Mali aussi a abrogé cet accord. Mais l'accord de non-double taxation aujourd'hui est encore dans presque toutes les nations colonisées par la France. Je pense même au Cameroun, cet accord existe. Mais n'eût été l'arrivée de nos dirigeants,
Cet accord aujourd'hui permettait aux entreprises françaises qui ont une base légale française et qui sont dans les pays colonisés tels que nos différents pays à ne pas payer les impôts dans nos différentes nations, mais plutôt à payer les impôts en France et vice-versa aussi pour pour nos différentes nations. Même si cela est quasi possible, mais ce sont des accords qui existent aujourd'hui sur nos cieux. Donc, il y a des intérêts géostratégiques à maintenir. Et dans le maintien de ces intérêts géostratégiques, il y a les bases militaires qui sont là pour permettre à la France de rétablir l'ordre lorsqu'il arrive qu'un dirigeant souverainiste vient, par exemple, s'acquitter du pouvoir. C'est ce que nous avons constaté en 2010 en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons constaté au Mali en 2012 avec l'arrivée de Barkhane qui a pris plusieurs connotations. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, s'il y a les multitudes de coups d'État dans les ex-colonies françaises, c'est tout simplement parce que la France refuse à ces peuples de décider d'eux-mêmes et de prendre leurs responsabilités en main. C'est parce que nous avons une France qui veut dicter ce qu'il nous faut au plan politique, au plan diplomatique, au plan économique et au plan militaire. Or, les générations sont en train de changer. Et ces générations qui sont en train de changer cette nation, des dirigeants qui prennent des décisions à partir des injonctions venant de Paris. D'où ces multitudes de coups d'État. Et lorsqu'il y a un dirigeant qui est au pouvoir et que ce dirigeant ne satisfait plus les intérêts géostratégiques de la France, automatiquement, ce dirigeant est mis hors d'état de nu. Tous les différents coups d'État perpétrés aussi, il faut le dire. Il y a des coups d'État impérialistes qui ont été perpétrés par la France. Par exemple, quand vous prenez le coup d'État en Guinée-Conakry en 2021, quand vous prenez le coup d'État au Gabon, ce n'est rien d'autre à la tête du pays. Quand vous repartez au niveau des pays de l'AES, vous verrez que la France est carrément opposée à ce coup d'État. Mais c'est parce que elle a ses intérêts qui sont menacés. Donc pour nous, l'observation de ces multitudes de coups d'État dans les ex-colonies françaises est due au fait que nous avons une France qui cherche réellement à se maintenir dans le chéquier des grandes nations tout en vivant sous le pillage des peuples colonisés de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, c'est avec cette information que nous allons mettre un terme à ce numéro d'appel sur le continent. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Dimi Dalido, merci d'être passé sur les antennes de la télévision panafricaine et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'était un plaisir. Bonsoir à tout le monde. Merci, Alors, merci à Jonathan. on va se tourner bien évidemment du côté de Jonathan aussi. Jonathan Nyanyou Niblé, c'était un plaisir également de vous avoir des vôtres aussi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ce débat, et mes vives salutations à l'endroit de vous, le journaliste, ainsi qu'à mon co-débatteur et tous ceux qui ont essayé de nous suivre d'ici et d'ailleurs. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à ce numéro d'appel sur le continent. Nous vous remercions d'avoir suivi. Nous vous invitons à rester scotchés sur les antennes de la télévision panafricaine pour la suite des programmes. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.